Bonjour à tous, bienvenue sur Madame Actu TV. Vous savez, au Bénin, le gouvernement multiplie les actions de lutte contre la cybercriminalité depuis quelques années. Une lutte qui a été intensifiée avec la création du Centre national d'investigation numérique STENIN. Les premières actions donnaient des résultats chiffrés alarmants et des préjudices considérables, voire même graves. Alors, comment tout ça se passe aujourd'hui? Pour en parler, nous sommes avec le directeur général de l'institution, donc, Monsieur Wanilomé de Granfagla. Bonjour. Bonjour Madame Axel. Et merci de nous recevoir dans vos locaux pour conduire l'entretien avec moi. Je suis avec l'autre sourd de Tempête Roll TV. Bonjour, Monsieur le directeur général. Lors de sa création en 2013, le Centre national d'investigation numérique s'appelait OCRC, Office central de répression de la cybercriminalité. Monsieur le directeur général, dites-nous pourquoi le changement de cette dénomination et en quoi ce changement, qu'est-ce que ce changement apporte concrètement à cette lutte de la cybercriminalité au Bénin depuis cette année. Merci beaucoup. Alors, je ferai une nuance en disant, c'est même pas une nuance, c'est une correction en disant que le CENIN n'a pas été créé en 2013, mais en 2024. Et le lien entre l'OCRC et le CENIN, c'est que le CENIN a absorbé l'OCRC. Donc, ce n'est pas l'OCRC finalement qui s'est transformé en CENIN, mais c'est le CENIN qui, dans sa création, a absorbé l'OCRC. Pourquoi est-ce que le CENIN est né? Le CENIN est né pour apporter une réponse à une problématique globale qu'avaient tous les acteurs de production de la sécurité intérieure. C'est-à-dire que quand il s'agissait de mener les investigations au niveau du numérique, il y avait une sorte d'angle mort par, disons, peut-être manque d'expertise, d'outils. Et le fait, du coup, face à ce besoin, le gouvernement a décidé justement de créer une entité qui mettait à profit l'expertise des civils, parce que vous saviez, au niveau de la sécurité intérieure, c'était assez en silo. C'était des policiers, des militaires, des hommes en uniforme qui faisaient ces choses-là. Donc, la réforme, en fait, a consisté à trouver un moyen de mettre tout le monde ensemble. Les experts civils en cybersécurité et en investigation numérique qui, désormais, travaillent en synergie, main dans la main, de concert avec les hommes en uniforme, qui, eux, mènent tout ce qui est partie police judiciaire, procédure, application du code de procédure pénale, d'accord, et qui conduisent la procédure de bout en bout jusqu'au parquet. Et ils sont donc appuyés, accélérés par des experts civils qui font la partie investigation numérique, parce qu'aujourd'hui, combien de crimes, qu'ils soient dans le domaine des crimes financiers, de trafic de stupéfiants, humains, cybercriminalité, terrorisme, sont perpétrés sans l'utilisation de l'outil technologique. Il y en a très peu. Donc, à ce moment-là, justement, le CENIN se pose comme un centre de service pour tous ces acteurs-là qui peuvent justement bénéficier de son expertise pour accélérer leurs investigations. Donc, quelles réformes et innovations cette mutation a-t-elle apporté? Vous en avez parlé un tout petit peu. On peut dire donc que c'est le côté numérique, le côté investigation sur Internet qui a été apporté comme nouveauté par rapport à l'OCRC. Alors, je vais donner un peu l'ossature du CENIN. Ça permettra de comprendre un peu mieux ses missions et ce qu'elle apporte. Nous avons principalement donc une équipe qui fait ce que vous venez de dire, qui prend les cas dès qu'ils impliquent l'outil technologique et qui permet justement d'aller jusqu'à une vraie identité derrière. C'est-à-dire que s'il y a quelques années, la police recevait une plainte et dans la plainte on disait Monsieur XY qui habite à tel endroit m'a impliqué dans telle affaire et m'a escroqué, la police était très apte et très efficace à aller chercher cette personne, la convoquer et finir le cas. Mais quand la plainte avait plutôt la forme de j'étais sur Internet, un profil m'a accosté sur les réseaux sociaux, m'a poussé dans telle action et finalement me réclame de l'argent. Un profil souvent neutre. Souvent anonyme, entre guillemets, ou faux, ou surtout faux. Là, on tombait sur ce fameux angle mort où on ne savait plus par où commencer, on n'avait pas de vraie identité derrière. Donc justement, cette équipe va travailler justement à trouver toujours quelle est la vraie personne derrière l'anonymat de l'Internet, derrière les différents profils, derrière les différents comptes ou grâce aux différentes traces technologiques. Ensuite, on va avoir un volet très important aujourd'hui qui renforce les procédures.
c'est celui de la preuve numérique. Nous avons une unité qu'on appelle l'unité forensique, qui fait le forensique et qui va, elle, une fois que des suspects sont appréhendés, faire l'expertise sur les équipements technologiques et pouvoir trouver et conserver correctement la preuve électronique qui sera livrée au parquet, ou justement l'absence de preuve électronique qui sera présentée au parquet pour que les magistrats puissent faire leur travail correctement dans les bonnes conditions. Nous avons aussi, disons, une unité qui travaille un peu à la souveraineté du cyberespace béninois. Et alors, des choses simples que cette unité va faire, c'est par exemple veiller à la lutte contre la désinformation. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, et on l'a vu dans les derniers événements, que les conflits, même au niveau entre États, peuvent prendre la forme de guerre communicationnelle, où on va utiliser l'information généralement fausse comme une arme pour atteindre la psychologie des populations, pour atteindre la confiance des investisseurs, etc. Donc, nous avons aussi une équipe qui s'occupe de de la préservation de notre souveraineté numérique. En tout cas, de la préservation de la souveraineté de notre cyberespace. Alors, derrière ça, nous avons une verticale qui va être celle de la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité et les infractions au code du numérique. C'est ce qui n'existait pas avant la naissance du code du numérique. Aujourd'hui, il y a un code du numérique qui, justement, caractérise plusieurs infractions. Donc, la direction de la lutte contre la cybercriminalité qui est au sein du CENIN, c'est une unité de police judiciaire, donc apte à mener toutes les opérations de police judiciaire, va mener la lutte contre la cybercriminalité, à proprement dit, va être responsable de cette lutte-là, de ces infractions et des infractions au code du numérique. À côté de ça, nous avons une direction qui s'occupe de tout ce qui est cyberdiplomatie, parce que justement, dans notre lutte, nous avons besoin d'avoir des partenaires, d'avoir des partenariats au niveau international, parce que généralement, des fois, ou très souvent, on peut avoir des personnes qui attaquent nos populations, mais qui ne sont pas au Bénin. Comment on fait pour avoir des leviers sur ces personnes-là? Comment on fait pour travailler facilement avec les homologues, les acteurs des autres pays? Donc, on a une équipe qui s'occupe de ce côté cyberdiplomatie. Nous avons aussi tout un pan de la lutte contre la cybercriminalité qui est en amont, donc qui est la sensibilisation, donc qui est menée aussi par cette direction. Donc nous agissons sous le label gouvernemental qu'on appelle PARE, qui est une campagne de sensibilisation qui est d'abord opérée au niveau de la CIN, de CENIN, de différents acteurs. Nous avons aussi un département qui nous permet d'avoir un bon schéma de la menace qui fait tout ce qui est études, statistiques et formation. Voilà un peu l'ossature du CENIN et ça vous en dit un peu plus sur... Il y a plusieurs services qui travaillent ensemble pour atteindre les objectifs. Tout à fait. Donc quand on dit CENIN comme ça, ce n'est pas le DG seul, il y a plusieurs personnes, oui. il y a plusieurs structures après. Ils sont tous mobilisés pour que les objectifs soient atteints. Heureusement. Alors nous sommes en 2026, c'est une société générale. Au transport de CENIN, et bien avant que vous nous reveniez sur cette question, quel bilan pouvons-nous avoir de votre part par rapport à l'année 2025 qui vient s'écouler? Autrement dit, combien de cybercriminels ont-ils été arrêtés en 2025 et quelles sont les infractions qui ont été les plus récurrentes? Très bonne question. C'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup ces temps-ci. Pourquoi? Et je vais vous expliquer. Dans le domaine d'où nous venons, qui est celui de la cybersécurité, on vous dit qu'un bon indicateur, c'est le nombre de plaintes de vos utilisateurs. Si vous êtes responsable d'un périmètre et que vous n'avez aucune plainte de cybersécurité, c'est que vous faites mal votre travail. Et que quand vous allez bien faire votre travail, vous allez commencer à avoir le nombre de plaintes augmenter. Donc nous, aujourd'hui, nous observons un regain, ou en tout cas une augmentation significative du nombre de plaintes que nous enregistrons chaque jour et à l'année. Donc, je me demande, est-ce que c'est parce que la lutte, le fléau ne recule pas et qu'il y a de plus en plus de cybercriminalité, ou c'est plutôt parce que les gens savent aujourd'hui qu'il y a une vraie alternative et que s'ils portent plainte, d'accord, ils auront plutôt des chances quand même d'avoir du résultat. Et donc, moi, je penche pour la seconde option. Je me dis que les gens ont plus confiance dans l'appareil et se disent que si jamais
et connaissent mieux leurs droits, en fait. Ne sont plus victimes Il silencieuses y a une du éducation à ça, il y a cyberharcèlement. une Voilà, sensibilisation c'est avec ça. votre page Facebook qui est très suivie Tout d'ailleurs. à fait, Voilà. tout à fait. Et donc, les gens vont plus facilement porter plainte. Donc, c'est cet indicateur. Alors, aujourd'hui, nous avions l'année dernière enregistré à peu près 4000 plaintes. Cette année, nous sommes à plus de 6500 plaintes enregistrées en 2025. Voilà. En termes d'interpellation, et ce n'est pas un petit nombre, nous avons en 2025 procédé à près de 1500 interpellations. Plus précisément 1632 interpellations. Voilà. Alors, il ne faut pas mettre ça forcément en face du nombre de plaintes, parce que les arrestations en 2025 peuvent porter sur des plaintes enregistrées en 2024. Et une arrestation, d'accord, peut concerner plusieurs suspects. Sur une plainte, on peut arrêter 2, 3, 4 personnes en même temps. Donc voilà, il ne faut pas mettre une interpellation en face d'une plainte. Est-ce que comparativement en 2024, il y a eu plus de plaintes en 2025 quand vous comparez les chiffres des plaintes en 2004 et à celui de 2025, est-ce qu'il y a une grande différence? Tout à fait, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'en 2024, nous avions eu 4000 plaintes et en 2025, 6000 et quelques plaintes. Donc, c'est significatif quand même l'augmentation. Par rapport à ceux qui ont été arrêtés, les 1500 personnes environ, est-ce que c'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des vieux? Est-ce qu'on a une idée? C'est malheureusement beaucoup de jeunes. C'est malheureusement beaucoup de jeunes. Et alors, je pense que nous allons bientôt publier un rapport pour donner une meilleure vision à tout le monde sur voilà, les personnes qui sont coupables de ces faits, sur le type d'arnaque qu'ils mènent le plus et surtout sur le type de victimes auxquelles ils s'en prennent. Il faut que les gens voient un peu mieux qu'il ne s'agit pas que d'une revanche sur la colonisation. On va en parler un tout petit peu parce que mon confrère demandait quel type d'infraction était fréquent. On met tout ça dans la grande famille des escroqueries en ligne. D'accord. Alors, ça, c'est la grande famille. Quand on fait les gros agrégats, on va parler d'escroquerie d'escroquerie au moyen, voilà, de la télécommunication. Mais si je veux être précis sur le type d'arnaque, parce qu'il y en a, comme je vous disais en entame, il y a des dizaines et des dizaines de schémas différents. C'est pourquoi j'ai souvent du mal à répondre à cette question. Il y a des dizaines et des dizaines de schémas différents. Les schémas évoluent avec le temps? Les schémas évoluent tout le temps. Et ils évoluent en fonction des moments. Donc, par exemple, le 1er août, autour du 1er août, vous allez avoir un certain type d'arnaque qui va être courant. C'est-à-dire, ça va être plus les entrepreneurs qui vont être visés. Parce qu'on va on va se faire passer pour des personnes de l'État, du gouvernement ou d'institutions, et qui veulent faire des cérémonies. Et qui vont vous appeler en tant qu'entrepreneur, qui avait été recommandé par des connaissances, et vous êtes retenu pour organiser le dîner, par exemple. Et on va vous dire de mettre les moyens, on va vous conforter dans le fait que il y aura beaucoup d'argent à la clé de ce marché-là. Mais juste avant, on va vous demander de faire quelques actions. Voilà, de déposer un peu d'argent par-ci, par-là, de payer telle ou telle chose avant d'avoir la garantie, de commencer à exécuter votre marché, d'être payé. Vous voyez? Donc voilà, c'est très circonstanciel à chaque fois en fonction des moments. Quelque chose que nous avons beaucoup vu aussi, et qui est plutôt complexe techniquement à mettre en œuvre, mais qui fait mal une fois que c'est lancé, c'est la collecte de l'épargne. La collecte de l'épargne. Alors, c'est pas directement de la collecte de l'épargne, mais c'est des appels à investissement. Et ça va être, on va vous annoncer l'arrivée sur le marché béninois de produits révolutionnaires, de produits financiers révolutionnaires qui vont vous promettre des gains de 300% de rendement. On va vous demander d'investir des petites sommes au quotidien et vous allez avoir des gros rendements sur cette base-là. Effectivement, comme toujours, ça marche au début, ou en tout cas bien pour les premiers arrivés. Et pour s'assurer que ça continue à marcher pour eux, ceux-là vont se retrouver obligés d'entraîner d'autres personnes. Une pyramide qui se dessine rapidement. Donc aujourd'hui, une de nos missions, c'est de réduire le temps de nuisance de ces initiatives-là. Donc, de faire de la veille et de les détecter le plus tôt possible et de pouvoir les mettre fin à ces activités si elles ne sont pas légitimes. D'accord. Alors, en guise de solution face à ce fléau du XXIe siècle, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été menées pour réduire la déviance sur Internet
Et franchement, pour avoir bien des choses par rapport à la responsabilité de ces documents. Avant qu'on en revienne là, est-ce que déjà peut revenir un peu sur le profil des victimes? Vous avez commencé à en parler, c'est vrai qu'on attend Oui, le bien rapport, sûr. le Oui, rapport est très attendu, oui. mais Zara, est-ce qu'on peut avoir une idée du profil des victimes? Encore une fois, ce profil est très varié. J'ai envie de dire Les que femmes? non, 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 D'accord, pas que. ok. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux. J'ai envie de dire que le point commun qu'ils ont, c'est d'être béninois ou africains. D'accord. Donc ça a changé quand même, parce qu'avant, on se disait qu'on vidait des personnes Je ne sais que- pas si ça a changé. Je n'observe pas forcément le phénomène depuis assez longtemps peut-être, mais ce que moi je constate et que je connais, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité. C'est D'accord. vrai, comme je le dis souvent, si on prend du point de vue d'un arnaqueur, s'il mène une arnaque en Europe, ce qu'il gagnera par moyenne par arnaque sera plus élevé quand la victime est européenne. À la victime européenne, vous lui demandez plus facilement 5 000 euros qu'à la victime béninoise ou africaine. Donc, effectivement, chaque coup gagné pour l'arnaqueur en Europe est plus payant que chaque coup marqué en Afrique. Maintenant, encore une fois, tout dépend de la complexité. C'est-à-dire que euh, tout dépend de la complexité. Donc, si votre arnaque est bien complexe, elle visera des personnes plus nanties, qu'elles soient africaines ou européennes, et justement, vous aurez voilà, un meilleur gain. Ce qu'il faut mentionner chez certains arnaqueurs, c'est la ténacité qu'ils ont et surtout euh, le temps qu'ils y consacrent. Donc, de la même manière que vous allez passer votre journée à concevoir la présentation de l'actualité, à collecter des informations toute la journée, dites-vous qu'il y a des gens, eux, ils sont assis toute la journée à penser à comment mener leur arnaque. Donc, ils sont Ah oui, capables de... carrément. Ah oui, toute la journée. Et je vais vous donner des exemples. Euh, J'espère que mes collègues ne m'en voudront pas d'en parler, mais vous dites-vous qu'il y a des gens qui sont en prison et qui ont beaucoup de temps et qui profitent de vulnérabilité du système pour dédier leur journée d'incarcération tout entière à mener des arnaques. Donc ces personnes, je pense à une particulièrement, opérait pas moins de 22 identités de personnalités publiques. Il usurpait pas loin de 22 identités de personnalités publiques Depuis la prison. depuis la prison. Depuis la prison, depuis un seul téléphone avec plusieurs cartes SIM qu'il échangeait de téléphone dans ce même téléphone. Donc il avait du temps à consacrer à ça. Voyez-vous? Et en effet, est-ce qu'il réussissait les arnaques? Est-ce qu'il réussissait à les atteindre? Certaines. 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 Parce que s'il est là où il est, c'est parce qu'il est expérimenté déjà. Et aujourd'hui, il est en prison et Il a il du fait temps. preuve, il a du temps. Voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué la croissance des actions par rapport à 2004, 2004, 2025. Est-ce que concrètement, vous avez mis en place des solutions pour essayer d'éradiquer le fléau alors qu'il évolue à chiffre? Alors, monsieur Lott, vous avez choisi la première option comme moi j'ai choisi la deuxième. Moi, j'ai choisi que c'est pas que le fléau évoluait, mais c'était plutôt que les gens se plaignaient. Donc, je ne dirais Et pas que que les le... plaintes, voilà, Voilà. étaient plus Vous m'avez nombreuses. aussi posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Vous avez demandé comment se porte la lutte. Et moi, j'ai Bien envie sûr. de vous dire, la lutte se porte mieux que jamais. La lutte se porte mieux que jamais. Aujourd'hui, nous avons des Le résultats. Céline fait peur, hein. Donc oui, on sait que David, c'est pas que... J'espère qu'on ne fait pas que peur. J'espère qu'on rassure surtout nos populations. J'espère que oui, on fait peur aux arnaqueurs, Bien mais sûr, j'espère qu'on oui. rassure surtout nos populations. Et effectivement, les moyens que nous mettons en place, les changements opérationnels que nous opérons, nous permettent d'avoir une meilleure efficacité. La réforme est une réforme positive dans le sens où aujourd'hui, les policiers et les civils, en tout cas les hommes en uniforme et les civils qui travaillent ensemble, produisent de bien meilleurs résultats. Et l'idée aussi, c'était de leur offrir un cadre opérationnel plus adapté, qu'ils aient de meilleurs moyens, qu'ils ne soient pas limités au niveau opérationnel. Nous avons la chance d'avoir des autorités qui entendent les besoins et qui apportent des réponses. Et ça, c'est quelque chose qui galvanise en tout cas la lutte contre la cybercriminalité. Vous avez parlé d'action. Quand il s'est agi de créer le CENIN, nous avons voulu inscrire dans la doctrine du CENIN deux choses. Lesquelles? Nous avions observé que nous avions atteint
déjà, nous collaborions. Il faut noter qu'il y avait déjà une collaboration entre l'OCRC et l'ANSSI de l'époque, qui a été reprise à la CIN, au travers de la création du laboratoire d'investigation numérique. Et ça donnait déjà pas mal de résultats. Mais nous arrivions à l'observation que nous étions beaucoup dans l'opérationnel. Ça veut dire l'opération, ça veut dire une plainte, une arrestation. Une plainte, une arrestation. Ça ne tapait pas le phénomène, d'accord, là où ça lui faisait le plus mal. Il fallait passer à des actions stratégiques pour vraiment couper l'herbe sous le pied à la pratique. Je dis souvent, quand on me demande mais pourquoi il y a autant de cybercriminalité au Bénin, je réponds d'abord qu'il n'y a pas qu'au Bénin qu'il y a de la cybercriminalité. Je disais tantôt que, en fait, en Europe, dans les pays les plus développés, en Asie, en Amérique, il y a énormément de cyberescroqueries. Énormément. Mais elle a d'autres formes. Les gens sont plus éduqués. Ils ont plus facilement accès à l'information. Ils sont plus adaptés, plus, comment dire, plus habitués aux nouvelles technologies, ce qui force les cyberescrocs à monter en finesse dans leurs arnaques. Donc, ils industrialisent, c'est industrialisé. Il y a des centres d'appel carrément, comme vous disiez, dédiés à cela. En Afrique aussi, il y a beaucoup de cybercriminalité dans tous les pays. Pourquoi est-ce qu'il y en a? Pourquoi est-ce qu'on observe ça, ce phénomène-là? C'est parce que le ticket d'entrée dans la cybercriminalité est très peu élevé. Si on vous disait, Monsieur Lott, venez, on devient narcotrafiquant, c'est compliqué. D'abord, il vous faut énormément de courage parce que vous allez devoir vous déplacer avec des sacs de drogue sur le dos. Il vous faut passer les frontières. Il vous faut connaître des personnes qui sont dans le milieu. Ça va être des gens très dangereux qui vont vous faire peur d'abord à vous-même. Donc, il faut beaucoup trop de barrières pour entrer dans ce domaine-là. Mais quand on va vous dire, tiens, viens, on fait de la cybercriminalité, qu'est-ce qu'il me faut? Un Android, un compte Facebook et une SIM mal enregistrée et une connexion en Internet. Et donc, depuis l'anonymat, depuis ma chambre ou depuis n'importe où, je peux commencer à rentrer dans un réseau et commencer à faire un peu de cybercriminalité. Donc, en termes d'opération, qu'est-ce que nous avons commencé par faire, par exemple? Une première opération a été de mener avec le ministère du numérique et de la digitalisation, avec le régulateur des télécoms, l'ARCEP, de mener une opération, et bien entendu avec les opérateurs de téléphonie mobile qui ont vraiment joué leur partition, de mener une opération d'enregistrement biométrique des cartes SIM en partenariat avec l'ANIP. Donc, l'idée a été donc de casser l'anonymat qu'il y a derrière les cartes SIM et d'adosser chaque numéro, chaque utilisateur de carte SIM des opérateurs de téléphonie mobile à une identité bien renseignée au niveau de l'ANIP. La réforme est encore en cours. Elle connaît plusieurs phases, mais la première phase s'est très bien déroulée. Je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui de la procédure et il y a encore une deuxième et une troisième vague qui vont se faire pour vraiment assainir tout le parc de cartes SIM. Alors, Monsieur le Directeur général, quels montants ont été saisis l'an dernier et quelles actions ont eu un impact direct sur la lutte contre la cybercriminalité? On va parler du montant finalement qui a été saisi l'an dernier, le préjudice qui a été créé. Alors voilà, c'est deux chiffres différents. Autant pour les montants qui ont été saisis, je ne veux pas vous dire de bêtises, ce n'est pas un chiffre que nous avons compilé ou que nous compilons facilement parce que c'est plutôt une partie du travail que nous laissons à l'ONRACS, qui est l'agence en charge du recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Mais je vais plutôt parler des préjudices que nous enregistrons dans les plaintes. Donc, les préjudices déclarés s'élèvent à 6 milliards, plus de 6 milliards en 2025. Les préjudices déclarés. Les préjudices déclarés. Alors, quelles mesures concrètes ont été prises pour assainir les réseaux et réduire les déviances en ligne? On a vu que sur la page Facebook, vous sensibilisez beaucoup la jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été prises? C'est un sujet aussi complexe parce que vous naviguez entre... comment dire? Si je me posais comme un parent, alors loin de moi l'envie d'être le parent des Bénins, mais je donne un exemple d'un parent qui a envie de préserver son enfant des dérives sur le cyberespace.
le choix le plus facile, c'est de l'empêcher d'avoir accès à cela et de jamais lui donner aucun smartphone, de tout couper. Ou de faire le choix de le sensibiliser à ne pas tomber dans les dérives, n'est-ce pas? Nous avons été justement en navigation entre où mettre le curseur. Donc, nous avons choisi plusieurs actions, celle de la sensibilisation, de rappeler justement à chaque fois le code du numérique et ce qui peut ne pas être ce qui constitue des infractions au code du numérique. Ce qu'on a remarqué, et moi avec beaucoup de stupeur, c'est jusqu'où les gens sont prêts à aller, ce qu'ils sont prêts à faire pour du buzz, pour de l'audience. J'ai plusieurs cas. Des gens qui écrivent les pires, je ne sais pas comment qualifier ça, mais les choses les pires, ils les écrivent. Ils peuvent écrire qu'une autorité au plus haut niveau du Bénin vient de décéder d'un accident de la route. Ils peuvent écrire que les plus hautes autorités du Bénin sont des arnaqueurs. Ils peuvent faire des montages vidéo où on manque de respect à ces autorités-là, on leur frappe sur la tête, on les met dans des positions complètement indescriptibles. Voilà, on fait ces choses-là depuis son Internet, depuis son compte sur les réseaux sociaux. Et vous vous dites que celui qui fait ça est quand même un sacré bonhomme, un caïd, parce qu'il se pose il dit qu'il, voilà, lui, il est trop fort pour tout le Bénin et que du chef de l'État à tous les policiers sont trop petits pour lui. Il met des identités qui le font pointer au Congo. Donc, vous avez l'impression que vous avez affaire à un cador, un caïd quand même de la chose, un baron, quoi, qui sait ce qu'il fait. Et à la fin de la journée, vous interpellez un meunier qui a 16 ans. Son téléphone, même avec lequel il fait tout ça, est rempli de farine de maïs moulu. Et on se dit, mais bonhomme, qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Et très sincèrement, ce bonhomme n'avait vraiment que pour ambition. Il n'a aucune animosité contre les gens envers qui il fait ça. Et il n'a que comme ambition de la visibilité. C'est du buzz. Et on se demande même, la visibilité, le jour où tu l'aurais eu, qu'est-ce que tu en aurais fait? Il ne sait pas le coup d'après. Il veut juste avoir de la visibilité. Et il est prêt à toutes ces dingueries, comme on dit, pour obtenir de la visibilité. Et son cas à lui, c'est un cas, mais il y en a plein d'autres. Et je me dis qu'il y a peut-être un problème d'éducation. Les gens ne mesurent pas l'impact de ce qu'ils font sur Internet. Et ils pensent ils pensent qu'on ne peut pas les retrouver aussi. Je me dis, parce que ce n'est pas, ils se disent que je suis chez moi, on aura du mal à. Ou ils se disent même, si on me prend, je n'ai fait qu'écrire sur Internet. Enfin, j'ai l'impression, ils ne s'en doutent pas. Pour eux, c'est peut-être pas si grave s'ils ne l'auraient pas fait. J'imagine le visage quand vous les prenez. Ah oui, on ne comprend pas. Et moi, j'ai pitié parfois. Mais malheureusement, voilà, mes sentiments ne peuvent pas prendre de place dans cette affaire-là. Parce que les personnes qu'ils ont atteintes, c'est des familles qui vous appellent en pleurs et qui vous disent: est-ce que c'est vrai que notre frère vient d'être dans cette situation? Est-ce que le décès qui est annoncé est réel? Donc, les impacts qu'ils ont sont énormes. Et vous voyez, les réseaux sociaux, c'est du sentiment, c'est la manipulation de sentiments. Si je poste une nouvelle qui annonce quelque chose qui ne touche aucun sentiment chez personne, elle ne va pas être diffusée. Mais quand je touche des sentiments, quand je crée de l'émotion chez les gens, la news, même si elle part d'un compte qui n'a que 10 abonnés, elle va être capturée et rediffusée partout. Voyez-vous? Donc, c'est des choses qui vont très vite et qui font beaucoup d'émotions sur le chemin, beaucoup d'émotions mauvaises, n'est-ce pas, négatives pour les gens, pour leur famille, pour leurs proches. Donc, malheureusement, il faudra qu'ils répondent de ces choses qu'ils ont créées, de leurs actes. Et donc, voilà, nous avons mené un certain nombre d'actions. Justement, il a fallu agir de manière forte et visible pour décourager et éduquer les gens sur le fait que aller dans ces extrémités-là, ce n'est pas du tout bon, et qu'ils en répondront. On a aussi travaillé de concert avec plusieurs fournisseurs de services en ligne pour justement, couper certaines plateformes ou certains comptes justement qui participaient à ça. Un des phénomènes que nous avons, par exemple, c'est celui du portefeuille magique. Aujourd'hui, vous allez sur
sur Facebook. Mais vous qui êtes les usagers peut-être très aguerris, vous me direz si vous avez observé un recul dans les commentaires de portefeuille magique, c'est ça, de les pages de marabout en ligne, sur TikTok, etc. On a essayé de sauter, mais ça fait des nombres assez importants. C'est plusieurs milliers. C'est plusieurs milliers de comptes qui sont supprimés chaque mois. Non, plusieurs centaines de comptes qui sont supprimés chaque mois. Des milliers, ça fait des milliers à l'année. Ça fait beaucoup. Et en fait, quand vous en supprimez, bah, ça met un peu de temps, mais ça revient. Donc, c'est constamment qu'il faut être en train de les supprimer jusqu'à ce qu'ils se découragent et changent de forme. Parce que les gens ne se découragent pas toujours définitivement. Ils vont muer vers autre chose. Vous parlez déjà là des succès que vous avez déjà engrangés dans cette lutte-là contre la cybercriminalité. Parlant de succès, est-ce que vous pouvez nous dire lesquels dont vous êtes encore plus fiers aujourd'hui, à la date? Et à l'inverse, les points qui nécessitent encore des améliorations? Alors, je vais commencer par ces points-là, qui sont ceux qui me hantent plus que les succès. Ici au CENI, nous avons une obsession. Okay. Celle de ne laisser aucun cas sans réponse. Malheureusement, il faut l'avouer, aujourd'hui, nous sommes encore, comment dire, en déficit de capacité pour répondre à tout ça. Ce n'est pas un problème de moyens. Parce que les moyens, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils sont, nous ne manquons pas de moyens, les autorités comprennent le besoin et mettent les moyens. C'est que nous avons besoin de grandir et de nous organiser correctement. Le CENI est né il y a 2 ans maintenant. Et ça prend encore du temps pour avoir une organisation qui nous permette justement de pouvoir absorber la masse de plaintes que nous recevons chaque jour. Chaque jour, nous recevons à peu près, nous recevons au bas environ 60 plaintes. Chaque jour? Chaque jour. C'est énorme. Après, il faut qualifier les plaintes, c'est énorme. Et parfois, ça vous dépasse parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent je me suis plaint, j'ai pas encore. C'est bien ma plainte n'a pas encore été traitée. C'est bien cela mon problème. C'est bien cela notre problème ici au CENI. Vous avez une solution par rapport à cette situation-là? On va y revenir. Oui, non, on va en parler. C'est que les solutions sont à plusieurs endroits. Elles sont à plusieurs endroits. Elles sont d'abord dans les process que nous nous imposons à nous-mêmes, que nous mettons en place nous-mêmes. Elles sont dans notre outillage pour faciliter le suivi des cas. Mais elles sont aussi en amont. Elles sont aussi en amont. Plusieurs cas nous parviennent et qui ne sont pas forcément de notre compétence. Nous essayons d'apporter, de mieux les requalifier, d'accord? Parce que j'ai dit quand même que nous devions apporter un appui à tout l'écosystème, d'accord? Donc, il faut requalifier de manière à ce que chacun joue sa partition et que nous jouons au mieux la nôtre. Il faut aussi justement que nous puissions embarquer tout l'écosystème de manière plus efficace. Je pense par exemple à nos partenaires privilégiés qui sont les opérateurs de téléphonie mobile, que ceci fasse cause de plus de célérité, par exemple. Donc, nous avons des travaux que nous faisons régulièrement avec eux pour maintenir leur efficience dans notre collaboration. Sensibiliser, parce que justement, moins il y a de victimes, moins nous avons de travail. Donc, vraiment mettre l'accent, je pense que ce sera un des gros focus de l'année 2026, accentuer la sensibilisation pour que les gens ne tombent plus facilement dans les écueils de l'usage de l'outil technologique. D'accord? Voilà, autant de solutions que nous pouvons essayer de mettre en œuvre pour justement répondre plus rapidement aux cas. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, tout le monde a une réponse aujourd'hui au CENI. Quand vous déposez une plainte, vous avez une réponse, votre cas est enregistré et on vous fait un retour sur cela. Derrière, j'encourage aussi les gens à souvent revenir vers nous pour demander où en est mon cas, où en est mon dossier. Ça donne toujours un petit coup de boost, justement, aux équipes qui ne chôment pas, mais qui ont des priorités. Aujourd'hui, nous avons fait une classification où nous évaluons chaque dossier en fonction des impacts qu'ils ont sur les personnes, sur leur sécurité, sur leur intégrité et sur les préjudices financiers. Donc, tout ça nous permet de classer les différents cas pour les traiter avec priorité ou moins de priorité.
D'accord, les succès, on n'en a pas trop parlé. Vous n'avez pas envie de vous attarder sur ça? Alors oui, les succès, je pense que les succès, nous en Ils sont avons visibles aussi. parlé, oui, c'est ça, nous en avons parlé. De manière globale, justement, je pense que c'est plus, si je dois retenir un succès, c'est plus justement ce sentiment de sécurité que les populations ont, en sachant que que voilà, elles ne sont pas, Ils sont elles auront écoutés. voilà, qu'elles sont écoutées et qu'il y aura des réponses justement, qu'il y aura de l'assistance dans leur malheur. Mais oui, nous avons mené des opérations. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je n'ai pas forcément fait le travail préalable de garder des cas en tête, mais je pense que nous avons fait de bonnes opérations, par exemple justement à des industries de collecte de l'épargne qui étaient déjà en train de faire des ravages estimés à plusieurs millions de dollars que nous avons pu démanteler jusqu'au plus haut niveau avec l'appui d'Interpol. Donc, c'est parti du Bénin où nous avons pu cartographier tout le réseau au niveau international à un niveau de détail qui a été salué même par les enquêteurs internationaux parce que même eux n'arrivaient pas à aller à ce niveau de détail. C'est-à-dire qu'on vous disait l'adresse même du bonhomme qui est dans son pays asiatique et qui était en train de mener ces opérations-là. Même au-delà de nos frontières, Au-delà de nos carrément. frontières, carrément, nous n'avions pas de capacité opérationnelle, mais en tout cas, nous livrions au réseau d'entraide policière toutes ces informations-là. Donc, c'était vraiment un travail mâché de bout en bout, justement, pour qu'ils puissent prendre le relais à l'international. Alors, on sait que le CENI dispose des moyens. On allait demander, vous avez beaucoup de moyens techniques et matériels pour arriver, pour réussir vos Alors, missions. alors, En tout cas, l'État ne désigne pas sur les moyens, ça se voit. Que l'État est vraiment impliqué. alors, vous savez, c'est quoi les moyens que l'État met le plus à disposition du Céline? Dites-nous. C'est la matière grise. C'est la matière grise et moi je suis un fan extrême des équipes du Cénine parce que je suis entouré de personnes extrêmement brillantes. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez une belle réputation dans le domaine. Bah, en tout cas, je l'attends et j'accepte, merci beaucoup. Mais je suis entouré de personnes extrêmement brillantes qui, qui d'une, font preuve d'un engagement incroyable et de deux, sont, voilà, encore une fois, très, très brillantes. Et ça, c'est ce que l'État nous permet d'avoir, de pouvoir garder ces jeunes-là ici au Bénin dans des bonnes conditions et qui font ce travail-là. C'est l'investissement numéro un qui permet justement de faire des économies sur ce que vous allez acheter comme matériel et équipement. Parce que nous avons, en notre sein, je ne l'ai pas dit, nous avons de la recherche et du développement. Et donc, nous développons beaucoup de nos solutions à la maison. Nous développons beaucoup d'outils maison et ça nous permet justement d'être moins dépendants de technologies extérieures, de moins dépenser, d'avoir besoin de faire moins d'investissements, de dépenses, etc. Donc, c'est pourquoi l'investissement numéro un dont nous bénéficions, c'est celui qui nous permet d'avoir de la matière grise de qualité au Céline. Nous avons eu récemment une opération qu'on appelle l'opération Sentinelle. Oui. Qui s'est bien déroulée d'ailleurs, l'opération Oui. Sentinelle. Le Oui. Bénin y a Oui, tout à participé, fait. des comptes ont été sautés. Tout à Vous fait. êtes également fier de cette opération-là. C'est toujours de bonnes opérations. Je vous explique pourquoi. Donc, c'est régulièrement, principalement Interpol qui mène ce genre d'opération. Et au quotidien, si nous avons un cas, par exemple, vous avez tous vu, euh, il y a plusieurs cas comme ça. Je vais vous en parler de deux avant d'arriver sur l'opération Sentinelle elle-même. Vous avez souvent vu, de manière circonstancielle, des messages qui circulent sur WhatsApp. Par exemple, quand il y a eu l'augmentation du SMIC au Bénin, un message a circulé qui demandait aux gens de venir cliquer sur ce lien pour justement remplir un formulaire et bénéficier de l'augmentation instantanée du SMIC. Vous avez vu des messages comme ça. Quand c'est le 1er août, on vous dit aussi que l'État est en train de faire des cadeaux. Quand c'est Noël, que la présidence fait des cadeaux, le chef de l'État fait ceci, cela. Donc voilà, donc cliquez ici pour remplir et obtenir le gain. Et en fait, c'est des réseaux bien précis qui font ces choses-là, qui sont en Afrique, qui sont pas au Bénin, qui sont en Afrique. La chose intéressante, c'est que la finalité de ces pièges-là, c'est pas le porte-monnaie des personnes. C'est plus du vol de données personnelles, d'accord, et de la création de flux de trafic Internet. Et donc, nous identifions ces personnes-là, mais elles ne sont pas au Bénin. Qu'est-ce qu'on fait? On saisit Interpol.
Vous avez vu aussi ces campagnes de personnes qui disaient, qui se faisaient passer pour la douane du Bénin Bien et qui sûr. mettaient en vente aux enchères des véhicules. Donc, vous aviez, pardonnez-moi si je fais de la publicité pour des marques, des véhicules de type Prado, donc des 4x4 Mhm. quand même qui coûtent cher, Et qui qui se peuvent retrouvent plaire. et qui peuvent plaire et qui se retrouvent vendus à 4 500 000. C'est-à-dire limite 10 fois moins cher que le prix. On vous dit qu'ils ont 3-4 ans d'âge. Et les gens se ruent dessus. Et on vous dit, oui, mais attention, il y a déjà plein d'offres, plein de personnes qui sont positionnées. Si vous voulez être sûr que ce soit réservé pour vous, envoyez d'abord 500 000. Et là, tout le monde envoie plein de gens envoient 500 000 tout de suite. Si cette arnaque était opérée par un réseau, le cerveau du réseau est en Afrique centrale. Il n'est pas au Bénin. Ce qui lui permettait, dès qu'on bloquait dès qu'on bloquait, n'est-ce pas, l'occurrence du moment, c'est-à-dire envoyer un moment sur tel numéro, dès si on dénonçait et qu'on taclait l'arnaque en cours, ça lui prenait quelques semaines pour relancer une nouvelle arnaque, puisque lui, il est en Afrique centrale et il opère depuis ce moment-là avec des complices au Bénin. Quand on attrape les complices au Bénin, ça lui prend un peu plus de temps pour relancer une arnaque, mais il trouve d'autres complices et il relance au bout de quelques mois. Donc lui, tant qu'il n'est pas interpellé, l'arnaque continuera. Voilà. Nous, on est impuissants quasiment, d'accord? Donc, on s'en remet à Interpol. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, tout le monde ne réfléchit pas comme nous. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on met de la valeur sur l'entraide internationale. On se dit que si un pays X nous demande de l'appui et qu'on lui donne satisfaction, le jour où nous, on aura besoin d'être dans ce pays-là, on aura l'équivalent de la célérité que nous avons mise. Donc, nous, on s'efforce d'apporter de la réponse aux gens. C'est pas toujours très rapide non plus, hein, parce qu'ils sont pressés, c'est pas toujours très rapide, mais chacun a déjà son pain sur la planche et vous rajoutez le vôtre. Donc, les cas là, souvent, mettent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de relance pour prospérer. Une opération comme l'opération Sentinelle, en quoi elle consiste? Elle dit, tous les homologues, tous les points d'Interpol et tous ceux qui mènent la lutte dans chaque pays, réunissons-nous dans tel pays, de tel jour à tel jour, et nous avons tout le même au même endroit. Donc, les Béninois qui ont des cas pendant en Afrique centrale vont voir leurs homologues et leur dire, tiens, voici mon cas, voici mes dossiers, comment on règle, qu'est-ce qu'on fait, voici ce que j'ai déjà. Et donc, en même temps, on a du résultat. Donc, tout le monde est un peu au même endroit et on coordonne les actions et les résultats sont beaucoup plus rapides et plus efficaces. Voilà. Et donc, c'est des opérations comme ça qui mènent 2 à 3 fois par an et qui nous permettent d'avoir du résultat, de vider nos dossiers et d'avancer sur là où on avait besoin d'aide par-ci, par-là. Monsieur le directeur général, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez parlé il y a un moment du préjudice, donc des préjudices déclarés qui s'élevaient à peu près à 6 milliards de francs CFA. J'étais un tout petit peu perdu, j'ai retrouvé mes esprits maintenant. Alors, le montant est élevé. Ce montant, ce montant vient d'où? Parce qu'on dit le Bénin, on n'a pas l'argent, c'est compliqué le Bénin, mais du coup, je dis le montant, 6 milliards, ça vient d'où finalement? Alors, j'ai même envie de dire que ça, c'est ce qui est déclaré. Et que l'industrie de la cybercriminalité au Bénin pèse beaucoup plus que ça, en pertes directes et en pertes indirectes. J'ai l'impression que les pertes indirectes sont même plus élevées que les pertes directes. L'exemple des cas de collecte des investissements dont j'ai parlé, les gens collectent en moyenne $1 million par mois. En 2-3 mois, ils font 2-3 millions de dollars. En un mois, ils font $1 million. Si vous les laissez, et c'est assez rond comme ratio, mais vous les laissez 3 jours, parce que justement, aujourd'hui, nous, on a réduit le temps de détection. Une plateforme s'est installée, elle a opéré pendant 3-4 jours, ils avaient déjà collecté 40 millions. Donc, chaque jour, c'est comme s'ils encaissent 10 millions par jour. Ça va tellement vite, mais d'où viennent ces gens-là? Bon, ils arrivent à mobiliser des gens via des groupes, Telegram, WhatsApp, ils usurpent des comptes volés, donc ils ont vraiment une industrialisation, un niveau d'industrialisation assez incroyable, des schémas très élaborés, des plateformes mobiles, web, un peu partout, qui naissent vous les coupez, elles renaissent en fin de journée, elles sont de nouveau opérationnelles. Et ils inventent des excuses, ils disent oui, nous avons fait une mise à jour, donc vous ne pouvez pas retirer aujourd'hui, à partir de ce soir, vous allez recommencer à retirer. Donc voilà, cet argent, en tout cas, il vient de la poche des Béninois. Il vient de la poche des Béninois. Et si c'est aussi massif, c'est qu'ils arrivent à toucher beaucoup de personnes.
Donc, parfois, vous avez des dossiers qui pèsent plusieurs dizaines de millions, d'accord? Et après, vous avez des dossiers qui pèsent 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions. Voilà. Il y a tout type, tout type d'arnaque qui compose ces Merci milliards-là. beaucoup, monsieur Dichier, de nous avoir accordé l'interview. Votre mot de fin pour clôturer. Parce qu'on a parlé des perspectives avec le directeur général, Oui. les perspectives pour plus d'efficience. Les perspectives pour nous sont plus d'efficience au niveau du Cénine, de répondre à plus de préoccupations des victimes, d'accord, de pouvoir répondre plus rapidement et à un plus grand nombre de cas, d'avoir des populations, en tout cas à différents niveaux, qui sont mieux sensibilisées des deux côtés à l'arnaque, c'est-à-dire moins victimes, mais surtout une jeunesse, ou en tout cas, parce que je parle souvent de jeunesse, mais il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi des personnes très âgées qui s'adonnent à ça. Ah oui. Oui. D'avoir ces différentes personnes-là qui voient moins la cybercriminalité comme une chose à faire, d'accord? Comme quelque chose auquel il faut s'adonner. Si j'ai vraiment, donc ça c'est nos perspectives, donc du côté justement lutte contre la cybercriminalité au sens vraiment de la répression, d'avoir d'être plus efficient dans notre service qu'on donne à tous les autres acteurs de la sécurité intérieure, d'avoir moins de victimes, mais surtout que justement nos populations soient plus alertes. Encore une fois, qu'on ne puisse pas les manipuler par les émotions. Une opportunité trop belle, quelqu'un qui vous appelle de la présidence, sans que vous ne vérifiez vraiment que cette personne soit de la présidence, quelqu'un qui vous présente une opportunité que si vous ne donnez pas tout de suite un versement, vous allez perdre. Moi, je dis que la vie est faite de haut et de bas. Si je perds une opportunité aujourd'hui, c'est pas grave. Les cousins qui vont vous dire, oui, moi, je suis dans tel groupe et dans mon groupe, là, les gens achètent des 4x4 tous les jours, ils ont des maisons avec piscine. Faut que tu rentres dedans aussi. Moi, j'en ai pas encore. Mais si on est dedans à deux, on va y arriver. D'accord? Laissez passer cette opportunité-là. N'investissez pas vos épargnes, vos économies dans ça. Voilà. Alors, avant de vous laisser dire votre mot de fin, moi, j'ai deux questions. J'espère que le rapport nous dira le plus jeune cybercriminel, présumé cybercriminel, arrêté. Où est-ce que vous l'avez? Vous pouvez nous le dire. Il a quel âge? Le plus jeune? Non, on a, oui, alors, d'accord, vous donnera ces détails-là, effectivement. C'est vrai qu'on est descendu jusqu'en dessous de la barre des 14 ans, pour le cas dont je me rappelle, mais voilà, c'est peut-être pas le plus jeune, mais moi, je me rappelle d'un cas de quelqu'un qui est impliqué, qui avait 14 ans. Et puis, une anecdote, directeur général, avec une victime qui vous a particulièrement marqué par rapport à la cybercriminalité. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter par rapport à une victime qui a été complètement déçue, complètement traumatisée par cette affaire-là? Waouh. Ok, j'en ai des cocasses à raconter, mais je vais pas raconter les cocasses, je vais raconter les plus tristes. Et les plus tristes, c'est quelqu'un d'un pays pas très loin, donc en tout cas en CEDEAO, qui s'est donné la mort. Ah oui. Qui s'est donné la mort. Et cette année, 2025, l'année dernière, 2025, on a connu 2 cas du même pays, de personnes qui se sont donné la mort. Et malheureusement, c'est du fait de cybercriminels qui, je ne pense pas savaient que ça allait finir comme ça, qui peut-être ne savent même pas que leurs victimes se sont donné la mort. Juste pour elles, les victimes ne répondent plus. Les ont bloquées peut-être, ne répondent plus. Mais justement, ce que nous avons appris de la coopération, c'est que ces personnes se sont donné la mort. Et si jamais elles peuvent entendre mon message, ces personnes qui font la cybercriminalité, qu'elles soient conscientes que les coups qu'elles portent à leurs victimes, ce ne sont pas des coups virtuels. C'est des économies, c'est des vies qui s'effondrent, c'est des réputations, c'est des carrières qui sont en jeu. Donc vraiment qu'elles en tiennent compte. Alors, monsieur le directeur général, merci pour l'entretien. Un message aux citoyens béninois? Je pense que ça va être le même, toujours. Merci. Vigilance et alerte. Votre mot de fin. Vigilance et alerte. Vigilance et alerte. Voilà, c'est les mots de fin. Merci beaucoup, monsieur le directeur général du Cénine. Nous avons eu du plaisir à partager ces moments précieux avec vous. Nous attendons donc le rapport
pour voir un peu comment tout ça s'est passé en 2025. Très bien. Merci beaucoup, Lot Oussou. Vous êtes donc de Tempête World TV. Bien sûr. Merci d'avoir co-animé cette émission avec moi. C'est un plaisir, un grand plaisir d'ailleurs d'être à côté de DG et Céline. Merci Et beaucoup. d'être à mes côtés aussi. Je pense que c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Merci. chers amis téléspectateurs. Merci beaucoup et à très vite.